Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce samedi 8 janvier. Invités, reportages, rencontres, l'info pratique tout près de chez vous et votre météo à venir. Au sommaire de votre journal, les nouvelles règles mises en place depuis le début de la semaine en matière de gestion de nos plastiques dans la vie de tous les jours. Valérie Davenet, la directrice de l'environnement, viendra nous rappeler ces toutes nouvelles directives gouvernementales en matière environnementale. Préserver notre planète, une de nos résolutions incontournables en ce début d'année, comme pour beaucoup d'entre vous, la reprise d'une activité physique. Le sport, oui, mais en pleine conscience de ses moyens. Comment appréhender au mieux le retour à la pratique sportive? Le docteur Philippe Afria, médecin du sport, sera notre invité dans 10 minutes, juste après avoir fait un détour en Autriche pour prendre des nouvelles de notre équipage monégasque en pleine Coupe d'Europe de bobsleigh, avec sous le casque, dans la tête, un objectif très simple, un seul, se qualifier pour les Jeux Olympiques de Pékin qui auront lieu dans moins d'un mois maintenant. Rudy Rinaldi, le pilote, sera avec nous dans un instant. Et cette information basket, avec le report du match d'Euroleague prévu initialement mardi prochain face à Kazan, l'équipe russe obligée de renoncer à son déplacement en principauté pour cause de cas positifs trop importants dans son effectif. Nos basketteurs vont tout de même pouvoir retrouver la compétition dès demain avec la Betclic Elite, le championnat national, en recevant à la maison le Portel à partir de 17h. Et nous avons assisté en plus au tout dernier entraînement d'avant-match de la Roca Team. Enfin, comme chaque samedi, votre rendez-vous cinéma et bien sûr, votre agenda du week-end. Et pour débuter ce journal, avec nous ce soir, Valérie Davenet, la directrice de l'environnement. Bonsoir à vous, madame. Bonsoir. Une nouvelle réglementation est en place depuis le 1er janvier. La première chose, c'est l'interdiction de distribuer systématiquement et gratuitement des couverts jetables. D'accord. Ça concerne essentiellement la vente à emporter. Bien sûr. Ça veut dire que le commerçant devra proposer au client s'il a besoin ou pas de ces couverts jetables. Et il y aura une petite rétribution financière, ce qui va permettre de limiter ces utilisations. Si je veux prendre des couverts en plus, il faut que je paye en plus. Oui, comme ça avait été fait un petit peu en 2016 pour je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les interdictions des sacs plastiques. Bien sûr. Où il y avait l'interdiction des sacs plastiques, mais aussi il y a la réduction à la source. Donc c'est-à-dire que les commerçants proposent maintenant, est-ce que vous avez besoin d'un sac? Si vous n'en avez pas besoin, ils ne le donnent pas. C'est tout ça d'économiser. Et puis, souvent, on demande par sac 10 ou 15 centimes, ce qui permet aux gens d'être un peu plus motivés pour amener ses propres sacs. Oui. Donc ça, voilà, ça c'est sur les couverts jetables. Et une deuxième obligation, en tout cas, qui est intéressante, c'est en termes environnementaux, qui concerne les employeurs, privés et publics, qui doivent mettre, pour ceux qui disposent en tout cas de locaux réfectoires, tisaneries, salles de café, qui sont obligés de mettre à disposition de leurs salariés de la vaisselle réutilisable, c'est-à-dire couverts, assiettes, saladiers, verres, mugs et voilà. Valérie, ça veut dire concrètement qu'à la place du plastique, on peut mettre, pour cet usage-là en tout cas, dans cette cuisine commune, comme vous le dites, on peut mettre de l'inox, du verre et de la céramique. Tout à fait. Oui, d'accord. C'est-à-dire, en tout cas, tout ce qui est réutilisable. L'objectif de toutes ces mesures, c'est d'éliminer le plastique à usage unique. Ça, il y a déjà eu beaucoup de choses qui sont faites depuis 2016 dans la réglementation, mais aussi d'aller plus loin, c'est-à-dire de favoriser les produits qui ont une longue durée de vie. Et les produits qui ont une longue durée de vie, c'est ceux que l'on peut réutiliser, laver, réutiliser. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux prendre une petite gourde en verre, par exemple, pour aller au bureau, que d'avoir 3 ou même 4 verres qui sont en carton ou en plastique. Mais voilà. Bien sûr. Bien sûr, la substitution du plastique, elle passe obligatoirement par du carton ou du bois. C'est mieux que le plastique, effectivement, c'est moins impactant, mais on reste sur des circuits courts, sur du jetable. Aujourd'hui, pour être très concret, si une entreprise qui dispose d'un endroit commun, comme une cantine, vous dites, n'utilise pas ce genre de procédé, ne satisfait pas votre réglementation, il y aura une amende ? Le but, c'est pas de mettre des amendes. L'idée, c'est pas de faire le gendarme, c'est d'accompagner intelligemment, de fédérer autour et surtout d'aider, notamment commerces et restaurants engagés. On a là une lettre qui va partir, des newsletters que l'on fait tous les trimestres
que l'on envoie avec justement, on explique la réglementation, on explique les substitutions, on donne des indications. C'est un accompagnement gratuit que le gouvernement a mis en place et que la direction de l'environnement s'attache à dynamiser pour justement que toute l'information soit claire. Et une politique, elle ne peut être mise en œuvre correctement que si tous les acteurs sont motivés et vont ensemble dans la même direction. Bien évidemment, on rappelle qu'il n'y a plus de jouets en plastique dans certains restaurants. Les sachets de thé en plastique, des emballages pour les fruits maintenant, c'est du vrac par exemple que l'on donne, ou encore les étiquettes en plastique sur certains habits. On l'a vu, ou même sur les fruits et légumes, ces petites plaquettes qui étaient en plastique. Tout à fait, qui n'apportent rien en fin de compte, parce qu'elles n'apportent même pas une indication aux consommateurs. Donc tout ça est supprimé depuis le 1er janvier de cette année. Merci mille fois Valérie Darnay. Merci beaucoup, merci à vous. Merci, à très vite et bonne année encore. Oui, vous aussi. On reste dans le thème de l'environnement, ses prises de conscience et ses avancées jour après jour. Et au-delà de ces nouvelles normes en vigueur pour tout un chacun instaurées depuis le 1er janvier ici en Principauté, comme évoqué à l'instant, dans l'actualité tout près de chez vous, Julia Vial, bonsoir à vous. On notera la pose d'un filet de rétention des déchets qui vient tout juste d'être installé au port de Fontvieille. Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous. La direction de l'aménagement urbain a effectivement équipé le port de Fontvieille d'un filet. Ce dernier permet de piéger tous les déchets provenant du déversoir d'orage avant qu'ils n'atteignent la mer. Le filet est muni d'une maille capable de filtrer les plus petits polluants tels que les mégots de cigarettes ou encore les petits bouts de plastique. À savoir que ce procédé est une première sur le territoire et qu'il s'inscrit dans une démarche environnementale pour limiter les rejets en milieu marin. À terme, d'autres installations de ce type devraient voir le jour en Principauté. Football, et demain le retour de la Ligue 1. Monaco se déplace à Nantes. Ce dimanche, l'AS Monaco se déplacera pour affronter Nantes lors du premier match de championnat de l'année 2022. Un match important, Christophe, après un changement d'entraîneur pour les Monégasques. En effet, ce sera la grande première pour Philippe Clément sur le banc. Concernant leur adversaire, le FC Nantes est actuellement 7e de Ligue 1 Uber Eats, juste derrière justement les pensionnaires du Louis II. Une rencontre à suivre de près, donc ce dimanche à 17h05 précisément en terre nantaise. Frisson garanti, même à petite échelle sur la patinoire du port de Monaco, avec le plaisir de piloter des voitures télécommandées. Rendez-vous ce dimanche à la patinoire de Monaco pour un moment électrique, comme chaque année en partenariat avec la Fédération monégasque de modélisme et la société M-Click. La patinoire se transforme en circuit de glace pour voitures radioguidées. Alors que vous soyez petit ou grand, il vous sera donc possible de faire du modélisme de 8h à midi. Cette activité est ouverte à tous les dimanches 9, 16 et 23 janvier, ainsi que les dimanches 6 et 20 février 2022 à la patinoire du Port Hercule. La glace, le sport, la glisse, le pilotage, l'adrénaline, autant d'éléments chers au monde du bobsleigh. Et avec nous ce soir, en duplex d'Innsbruck en Autriche, l'un de nos bobeurs rouges et blancs, Rudy Rinaldi. Bonsoir Rudy. Bonsoir. On est content de vous retrouver après un super podium, une deuxième place hier dans cette épreuve de Coupe d'Europe. Évidemment, à Innsbruck en Autriche est important pour vous car vous cherchez une qualification olympique. Oui, c'est ça. C'était une course assez importante pour nous parce qu'on a loupé beaucoup de courses qualificatives à cause du Covid. J'ai attrapé le Covid le mois dernier, du coup, c'était assez compliqué. On doit maintenant se qualifier en 6 courses au lieu de 8. Donc, cette course n'était pas prévue et on l'a organisé un peu au dernier moment pour faire histoire d'être un peu safe sur la qualif. Et du coup, ça s'est plutôt bien passé. On est venu pour la victoire, mais le peuple allemand nous en laisse pas une miette à chaque fois. Donc, c'était une course très serrée à 3 centièmes de l'or. Donc, 3 centièmes. Ça aurait été notre meilleur résultat en carrière sur une Coupe d'Europe. En plus, vous avez réussi une très très bonne poussée, visiblement. Ouais, très bonne poussée, meilleure poussée en Coupe d'Europe. Ça, c'est plutôt le point positif. Parce que il y avait quand même des équipages avec qui on partage le podium. Ce sont des équipages de Coupe du Monde. Donc, c'est encourageant pour cette Coupe du Monde qui arrive, où sont aussi les championnats d'Europe. Donc, voilà, du positif, surtout après mon état le mois dernier. Il faut rappeler qu'il reste pas beaucoup de temps avant Pékin. Il reste donc une seule épreuve. Ça va jouer sur cette épreuve. Évidemment, ça compte ce que vous venez de faire, mais ça veut dire que la semaine prochaine, il faut tout donner. C'est ça, ouais. Pas le droit de disqualifier ou un petit crash serait pas le bienvenu. Donc, on n'a pas trop de pression non plus parce que c'est une piste qu'on apprécie énormément. Où on a l'habitude de faire
des beaux résultats. Et c'est pour ça qu'on est venu aussi cette semaine un peu avant pour préparer cette course. Clairement, pour qu'on comprenne bien ce soir sur Monaco Info, il faut vous classer à quelle position? Il faut juste arriver en bas ou il faut bêtement, naïvement, ou il faut quand même une position des 5 premiers? Ça dépendra des autres, parce que nous, vu qu'on fait que 6 courses cette année et que les autres ont 8 courses, en fait, c'est les 6 meilleures courses, les 7 meilleures courses. Bon, un top 12, ça nous irait bien, je trouve. Mais après, on n'y va pas pour un top 12, hein, bien sûr, on y va pour mieux, donc on verra. On verra. Un top 12, top 15, c'est safe. On vise le meilleur et l'excellence pour Pékin, avec des normes sanitaires qui seront compliquées. On vous voit masqué parce qu'il y a des cas de Covid à l'hôtel. On ne vous laisse pas comme ça vous promener hein, sans masque partout, même dans votre chambre. Hein. Il y aura des normes un peu djokoviennes, j'allais dire, parce que c'est l'actualité du moment, avec Novak Djokovic et bloqué en Australie. Vous attendez à des jeux compliqués là aussi, à ce niveau-là, au niveau sanitaire? Oui, après, on est un peu moins inquiet parce qu'on a vu un peu l'organisation chinoise au mois d'octobre. C'est sûr que c'est très strict. Mais je trouve ça super, l'organisation et la safety de la Chine. Je trouve que c'était très bien organisé. Donc non, ça va être dur de porter ce masque tout le temps, mais on ne peut pas jouer avec ça en ce moment. C'est comme ça. Vaut mieux ça que ne pas les faire. Donc on le fait et voilà. On est derrière vous, toute la principauté, évidemment. Et le souverain, bien sûr. Hein. C'est un sport qu'il adore, qu'il affectionne par-dessus tout. Merci 1000 fois. On compte sur vous, bien sûr. Votre duo magique en bobsleigh avec les couleurs de Monaco. À très vite, en tout cas. Merci, bonne soirée. Premier match après la trêve hivernale, demain dimanche, 17h pour la Roca Team opposée au Portel, après une pause salutaire à l'issue d'une première partie de saison pour le moins intense. Et ce, entre 2 matchs reportés pour cause de Covid, celui contre Villeurbanne qui devait avoir lieu cette semaine, et on l'a appris ce midi, le match de Euroleague programmé lui, mardi face à Kazan. Le club russe dans l'incapacité de réunir 8 joueurs pros pour ce match d'importance. Yannick Debever et Sylvain Péroumal ont tout de même assisté au dernier entraînement d'avant-match pour nos basketteurs monégasques. Après 30 matchs sur les 3 derniers mois de 2021, la Roca Team entame face au Portel ce dimanche une série de 38 matchs minimum sans compter les playoffs. Entre ces séries, la pause de 10 jours sans compétition a pu permettre à l'équipe de continuer sa progression collective observée en fin d'année dernière. À l'arrivée du coach, il y avait des nouvelles consignes, mais on ne pouvait pas non plus être dans trop de précision vu qu'il y avait beaucoup de nouveautés et on n'avait pas vraiment eu le temps de bosser. Donc là, on a vraiment pu accentuer sur les détails. Guys are really trying to give their maximum. We are getting closer to be on the same page. So now this trust, always supposed to be growing, like with the wins. 4 rencontres en 7 jours pour la Roca Team avec le Portel pour commencer donc. Le SSM est actuellement dernier de Betclic Elite mais avec 3 matchs de retard alors que Monaco est deuxième. Cette rencontre a tout d'un match piège mais pour les Monégasques c'est surtout l'occasion de bien se lancer. Every game is an opportunity to get better as a group. We can't overlook any opponent, especially Le Portel. They're going to come in here hungry. So. Tout va dépendre de nous, honnêtement, notre mentalité. Si jamais on arrive avec le bon état d'esprit, qu'on ne les laisse pas espérer, qu'on soit impliqué, surtout défensivement, je pense que le match, on devrait le gagner. Après, il faut encore le faire. À l'heure des records de contamination à la Covid-19, la Roca Team s'en sort relativement bien avec seulement quelques cas recensés depuis 3 semaines. Enfin, Jerry Boutsielé, blessé à la main depuis le 14 novembre, a repris l'entraînement avec l'équipe. Retour à la compétition imminent pour le pivot international français. Oui, hâte de voir la Roca Team en action en tout cas, et ce tout au long de 2022, après une année 2021 extraordinaire. Le sport à la une, en ce premier week-end de rentrée, comme une envie folle de se faire du bien, se dépenser, se remettre des petits excès de ces derniers jours de fête. Avec nous ce soir, le docteur, médecin du sport, Philippe Afria. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Merci d'être avec nous, c'est important. C'est l'une des résolutions de début d'année. Vous la connaissez cette résolution. Demain, je m'y remets. Demain, je reprends le sport. Ça marche, ça dure longtemps ? En général, ça dure un petit mois, on va dire. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ouais. Le conseil, docteur, c'est de redémarrer tout doucement ? Tout dépend à quel public on s'adresse. C'est vrai que les sportifs de loisirs ou les sportifs de compétition, les sportifs de loisirs, ils vont avoir tendance à aller trop vite, trop fort. Alors que les sportifs de compétition, ils ont quand même la notion de la progressivité de l'entraînement, ils ont souvent des plans d'entraînement, ils ont des coachs, donc c'est plus facile.
La reprise, c'est quoi? C'est redémarrer à courir? Oui, la reprise principalement, c'est ce qu'on appelle les activités aérobies, c'est-à-dire des activités d'endurance. Donc on privilégie la marche, le vélo, la natation pour ceux qui vont en piscine. La course à pied, on va essayer d'y aller doucement parce que c'est assez traumatisant. Donc on va augmenter progressivement le rythme et l'intensité de l'activité. Est-ce le moment idéal finalement, docteur, pour découvrir d'autres choses, d'aller vers ceux qui savent pas skier par exemple, ou ceux qui veulent s'adonner à de nouvelles disciplines comme l'aïkido ou le yoga par exemple? Ce qui est sûr, c'est que le plus important dans le sport reste le plaisir. Parce que si vous avez du plaisir, vous allez continuer cette activité. Si vous faites une activité qui est rébarbative et qui ne vous plaît pas, vous allez tenir pendant 1 mois comme vos résolutions et vous vous arrêtez. Et le plus important, c'est de continuer à être actif tout au long de l'année. Alors Philippe Apria, je regarde ma météo et je m'aperçois qu'elle est belle pendant 10 jours. C'est le cas aujourd'hui en principauté de Monaco. Avec tout ce qu'on a autour de nous, avec ces préalpes, avec la mer, qu'est-ce que vous me conseillez comme programme type les jours prochains? Si on a 10 jours devant nous, ça nous offre à peu près, on va dire, entre 4 et 5 séances sur cette période au maximum. Et il va falloir mixer à la fois des activités d'endurance, donc on peut aller faire du ski, on peut aller marcher, on peut aller faire du vélo. Et puis après, une activité un peu plus intensive, musculaire, où on va faire un peu des abdos, du renforcement musculaire pour le dos, renforcer ses cuisses pour ses genoux, faire des étirements qu'on oublie la plupart du temps pour un peu mobiliser nos articulations. Oui, mais certains pensent qu'en se faisant très très mal, on va plus vite peut-être pour aller chercher, à enlever de la graisse, quoi, quelque part. Ça, c'est vrai quand on est jeune. Quand on est un peu plus âgé, c'est beaucoup plus difficile parce que le déstockage des graisses, c'est-à-dire la perte de poids, elle est liée à l'augmentation de la dépense énergétique. Ça veut dire qu'il faut faire beaucoup plus longtemps, mais à une intensité qui est faible. En général, on va recommander aux gens, par exemple, de marcher ou de courir à une allure où ils peuvent encore parler avec leurs collègues. C'est ça? La clé, c'est ça, c'est de pouvoir s'exprimer quand on court ou quand on fait du vélo. Exactement. Là, ça veut dire qu'on est dans la bonne intensité et on va consommer préférentiellement les graisses. Quel que soit l'âge, docteur? Quel que soit l'âge, tout à fait. Et est-ce que vous notez vos performances? Est-ce que c'est bien de les noter finalement, en disant tiens, je suis sorti aujourd'hui, j'ai fait 30 minutes, j'ai fait 3 fois mon tour de pâté de maison, je me sens bien, quoi? Oui, c'est bien parce que ça veut dire que vous suivez un programme, vous regardez combien vous faites de séances par semaine, combien de temps de récupération vous vous laissez entre chaque séance. Et là, c'est le garant, en fait, de suivre quelque chose de régulier et qui vous évitera de vous blesser. Et le mieux encore toujours, c'est de faire du sport le matin, fin de matinée, et éviter le soir pour bien dormir, c'est ça? On recommande quelquefois de faire des séances à jeun, c'est-à-dire vous ne prenez pas de petit déjeuner et vous allez faire justement une séance aérobie, une séance d'endurance, et vous allez vraiment consommer des graisses, ça va vous aider à perdre du poids plus rapidement. C'est impossible à faire, ça. Ah, le petit déj, c'est sacré! Non, mais après, vous reprendrez, pour régénérer après la séance, on prend des protéines pour régénérer la masse musculaire et un peu de sucre lent, avec du pain complet, des choses comme ça. Pain complet plutôt que pain blanc, bien sûr. Oui, tout à fait. Pour être complet, justement, docteur, votre programme, vous, d'entraînement, par exemple, demain, dimanche, qu'allez-vous faire? Moi, je vais marcher. Tous les dimanches, je fais de la randonnée avec des amis, donc on fait une marche d'à peu près 3-4 heures. Comme ça, je sais que j'ai fait dans le week-end au moins une séance d'endurance. Et après, dans la semaine, je vais faire des séances un peu plus intensives pour travailler justement la mobilité, un peu de vitesse, un peu de force, un peu de travail de salle. Je vais mixer comme ça. Merci pour tous ces bons conseils. À chaque fois, prenez soin de vous, bien sûr, surtout en cette période. C'est important avec la Covid, de bien s'oxygéner, on est d'accord, docteur? Tout à fait. Ça renforce votre système immunitaire, le sport. Merci, docteur. Merci, Christophe. Bon week-end. La tête et les jambes, la bonne combinaison pour se remettre en ordre de marche, bien sûr, en ce début d'année. Avec Julia, une conversation philosophique au lycée technique de Monaco. Elle aura lieu ce dimanche 13 janvier entre 19h et 21h et s'intitule « Que croire, qui croire ?» Présentée par Robert Maggiori, philosophe. Ces échanges portent sur les croyances. Par exemple, qu'est-ce que cela signifie exactement croire en Dieu? Ces rencontres philosophiques de Monaco ont l'ambition de créer un lieu inédit dans lequel la philosophie trouve sa maison, donnant hospitalité aux penseurs français et à un large public venu les découvrir. Le but, Christophe, est d'apporter les outils de réflexion nécessaires pour comprendre le monde, la société, les autres et bien sûr soi-même. Autre conférence, cette fois sur l'aventure du cubisme. L'association monégasque pour la connaissance des arts vous invite à la conférence L'aventure du cubisme. Elle aura lieu ce lundi 10 janvier à 18h30 au Théâtre des Variétés à Monaco. L'AMCA a sollicité le conférencier des musées nationaux, Serge Legat, pour animer cette session. Il vous fera donc découvrir le cubisme, ce mouvement artistique du début du XXe siècle qui s'est développé à Paris et qui a révolutionné la peinture
peinture et la sculpture. Pablo Picasso et Georges Braque en sont les initiateurs. Et la mairie de Monaco qui informe les habitants du renouvellement des concessions au cimetière. En effet, Christophe, les concessions acquises en 1992 doivent être renouvelées auprès du service du domaine communal, commerce, halles et marchés dès maintenant. La liste des dites concessions est affichée à la mairie et sur les panneaux disposés dans les allées et galeries du cimetière. Et enfin, un rendez-vous télé à ne pas manquer, Julia. Oui, avec 19h dimanche, présenté par Yann-Anthony Nogues. Ce numéro inédit portera sur les coulisses des grands magasins. À l'approche des soldes d'hiver, vous saurez tout sur les secrets des plus grandes enseignes. Rendez-vous donc demain à 19h. On reste un instant dans le domaine du commerce, du shopping. Et gros plan ce soir sur un métier oublié qui se réinvente en principauté, le maître cireur. Un véritable art qui a pour but de remettre au goût du jour une profession parfois méconnue et de la démocratiser. Comme vous allez le découvrir dans ce reportage signé Vanessa Dessy sur des images de Thomas Deus. C'est un univers dédié uniquement aux hommes. Massage, coiffure, soins du visage, barbier. Mais Sogent, c'est surtout un tout nouveau concept VIP de cirage de chaussures. Quand je suis arrivée donc, au salon de coiffure au Monte Carlo Bay, où j'ai travaillé donc, plusieurs années là-bas, et ben, en fait, il manquait, je voyais les hommes qui étaient discrets. Donc j'ai dit pourquoi pas de créer en fait un barbier pour que les hommes soient plus tranquilles. On fait plusieurs prestations, donc, dont la coupe, la barbe, bien sûr le cirage de chaussures. Et le cirage de chaussures, c'est tout un art et nécessite un travail méticuleux. Crémage, hydratation, recoloration, entretien, Damien réinvente le métier de cireur en principauté. Il est prêt à valoriser la profession et à casser les stéréotypes qui lui sont liés. Et c'est en faisant de la cordonnier que j'ai appris vraiment à connaître ce métier de cireur qui existait mais qui était oublié. C'est un métier passion, si on ne le fait pas, si on n'aime pas ce qu'on fait, parce que le cuir nous parle, hein. Et il y a un côté artistique totalement. Je crée des patines, donc des patines, je peux démarrer sur une paire de chaussures nude, donc non traitées, et le client vient me voir et me demande en fait la personnalisation de la chaussure, donc c'est-à-dire choisir la couleur, hein, les dégradés, et en fonction de ce que monsieur demande ou madame, je lui fais une chaussure vraiment unique et personnalisée. Cire, patine, glaçage, chaussures, sacs, ceinture, blouson, entre les mains expertes de Damien, maître cireur, les cuirs reprennent vie. Et on va s'arrêter maintenant quelques instants sur la prochaine projection organisée par l'Institut audiovisuel de Monaco. Un rendez-vous de janvier en 3 chiffres, 007. Tout l'art du cinéma avec Vincent Vatrican et Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Pour démarrer cette année, la 2022, aujourd'hui, on parle d'un James Bond. Pourquoi pas ? Hein ? Un James Bond à Monaco. Et oui. C'est dans ce cadre-là, Monaco en film qu'on le programme. Comme vous savez, James Bond a fait escale 2 fois à Monaco, jamais plus jamais en 83, et en 95, GoldenEye. Qui a eu également quelques scènes tournées à Monaco. Aujourd'hui, c'est jamais plus jamais. Aujourd'hui, c'est jamais plus jamais, 83. C'est un film un peu à part dans la saga James Bond. Parce que ce n'est pas vraiment un James Bond, en fait. Enfin, disons que si, puisque c'est quand même Sean Connery qui reprend le costume. Mais cette même année, Roger Moore tourne également un James Bond qui, lui, est authentifié et labellisé par les producteurs de la série, Octopussy. Donc cette même année, on a eu un James Bond interprété par Roger Moore, disons sur un canevas de James Bond qui commence un peu à s'essouffler, dont les recettes sont un peu éventées. Et puis une autre production, Jamais plus jamais, avec Sean Connery qui reprend du service, il s'était arrêté avec les Diamants sont éternels. Et les scénaristes ont cette intelligence de prendre du recul par rapport au personnage de James Bond, qui évidemment est vieillissant, d'où dans le film un certain nombre de scènes d'allusion, de scènes de dialogue,
qui insiste sur le côté vieillissant de James Bond, mais quand même qui met toujours du cœur à l'ouvrage, puisqu'il faut quand même, c'est un James Bond, sauver le monde. Moi, je trouve que c'est un film qui vieillit plutôt pas mal. Et évidemment, la raison pour laquelle on le programme, c'est qu'il a plusieurs séquences tournées à Monaco. Justement, qu'est-ce que l'on y voit Alors, on y voit une séquence, pour vous une séquence de poursuite, puisque sinon, ce n'est pas un James Bond, avec Gadget à la clé sur la voie rapide, donc boulevard du Larvoto, puisque c'est le nom de la voie rapide. Et puis, une séquence qui est restée célèbre, qui est un pas de deux avec Kim Basinger et Sean Connery dans l'atrium du casino de Monte-Carlo. C'est une scène qui est restée extrêmement célèbre et qui est d'ailleurs très souvent utilisée lorsqu'il s'agit de brosser le portrait de la saga James Bond. C'est souvent un morceau qui figure à l'intérieur. Et le tournage est resté quand même plusieurs jours à Monaco, ce qui a donné lieu d'ailleurs à des séquences tournées, des shootings de photos. On a un certain nombre d'éléments dans nos collections par rapport à ça. Et puis on va proposer au public, en même temps que ce James Bond version 83, une petite archive qu'on a retrouvée à l'INA, puisque l'avant-première mondiale du film a eu lieu à Monaco, en présence de l'équipe. Et à l'époque, en 83, le seul lieu pour faire une avant-première de renom, c'était à l'auditorium Régnier 3. À l'époque, on disait le LUFS, enfin l'auditorium qui est dans le même bâtiment, en présence de toute l'équipe du film, Sean Connery qui avait fait le déplacement, et la famille princière qui était évidemment là. Voilà, allez voir Jamais plus jamais. Merci Vincent. Merci Fabien. Bond, the game is over. On reste dans le domaine de l'art avec cette très belle exposition à la Villa Sauber intitulée Monaco Alexandrie, le grand détour. Et votre guide ce soir, Christine Datomel. Ville-monde et surréalisme cosmopolite, l'exposition Monaco-Alexandrie, le grand détour, tient toutes ses promesses en proposant un voyage dans le temps. Construite dans un dialogue entre deux villes emblématiques, Monaco et Alexandrie, toutes deux de chaque côté de la Méditerranée, une sorte de territoire commun où va se jouer une création artistique à la fois surréaliste, en marge du surréalisme, reconnue par le surréalisme, réunie autour du cosmopolitisme. Vous avez des artistes tels que Maillot, tels que Rafa, qui viennent justement d'une histoire égyptienne, qui viennent d'une histoire cosmopolite. Vous avez aussi des artistes comme Van Dongen, Kees Van Dongen, qui a habité à Monaco, qui a voyagé en Égypte et qui aussi participe à cette exposition. Et donc ce sont des allées et venues en prenant des chemins de détour, passant par l'Italie, la Grèce, pour présenter toute une scène artistique à la fois liée au surréalisme, à la fois liée à tout ce qui est l'onirisme. Une grande production d'œuvres littéraires du XXe siècle à nos jours est également présentée, une exposition comme une invitation au voyage qui prend des chemins de traverse pour découvrir aussi une autre histoire de Monaco. À travers le moment où Léonore Fini, André-Pierre de Mondiargues et Stanislas Lépris s'installent à Monaco à la période après-guerre. Ils s'y installent parce qu'ils fuient un contexte qui est difficile pour la création et ils trouvent refuge ici. Et vous pourrez donc découvrir aussi toute leur création à ce moment-là, à cette période monégasque précise, notamment autour d'un recueil, Les années sordides, écrit par André-Pierre de Mondiargues. Une exposition exceptionnelle donc qui présente plus de 300 œuvres issues des collections du nouveau Musée national de Monaco, mais aussi grâce à celles de particuliers et de nombreuses institutions muséales et culturelles de la Principauté, mais aussi de France. Une exposition qui ouvrira ses portes demain à la Villa Sauber et que vous pourrez découvrir jusqu'au 2 mai. Et on vous retrouve, Julia, pour la météo de ces prochaines heures et de très belles conditions d'hiver, encore et toujours.
Décidément, quelle belle semaine, Christophe. Elle se conclura d'ailleurs à merveille ce dimanche avec un franc soleil à Monaco. Concernant les températures, elles s'adoucissent même avec 12 degrés attendus dans l'après-midi. Ce dimanche 9 janvier sera la Sainte Alix. Bonne fête à elle. Comme le veut la tradition, on termine par les instantanés du jour et les raisons de la très belle performance de nos bobeurs. En route, on l'espère tous, vers les Jeux Olympiques de Pékin, après de longues séances de travail sur site, comme à la maison ou encore à la salle de sport. Photo signée Michael, allez-y. On se retrouve demain, dimanche, 20h, pour votre best-of, les meilleurs moments de la semaine sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.